Bonjour, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour cette émission spéciale consacrée aux élections législatives de dimanche prochain. Une émission en partenariat avec France Bleu Azur et avec Nice Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure. Nous allons vous proposer deux débats de 30 minutes. Dans une demi-heure, nous parlerons de la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Et nous allons commencer tout de suite par la première circonscription des Alpes-Maritimes. Laure de Beaulieu, bonjour. Vous nous présentez rapidement cette première circonscription. Oui, la première circonscription, c'est une circonscription urbaine, exclusivement. Au sud, elle est bordée par la mer et au nord par le Paillon. Elle comprend 5 cantons niçois, les cantons 1, 2, 3, 8 et 12. Essentiel dans cette première circonscription, le quartier du port de Nice, une grande partie de la promenade des Anglais, la vieille ville aussi, donc des secteurs très touristiques et très actifs. En superficie, elle est la plus petite du département. Elle est peuplée en tout cas, elle compte 133 445 habitants. Alors, 5 invités pour débattre avec nous pendant 30 minutes sur ce plateau. Caroline Reverso-Megnetti, bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche. Éric Ciotti, bonjour. Vous êtes le sortant, vous êtes candidat pour Les Républicains. Robert Inget, bonjour. Vous êtes candidat pour La France Insoumise. Yann Librati, bonjour, candidat pour le Parti Socialiste. Et puis, Jean-Pierre Daugraille, vous êtes candidat pour le Front National. Alors, je vous dis tout de suite qu'il y a d'autres candidats dans cette circonscription. Je vous le redirai pendant l'émission. On vous présente cette liste et je vous donne leur nom. Moussa Ba, qui se présente pour l'Alliance écologiste indépendante. Christian Razot, la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète. Éric Boiset pour l'Union populaire républicaine. Thomas Calvi-Fiori pour Debout la France. Sophie Tam, candidate sans étiquette. Michel Cotta pour le Centre national des indépendants. Diane Médus pour le mouvement des progressistes et Agnès Benkemoun pour Lutte ouvrière. Alors je le disais, le sortant de cette circonscription, c'est Éric Ciotti pour les Républicains. Il est avec nous sur ce plateau. Laure, 2 mots sur le profil du sortant. Éric Ciotti se présente dans cette circonscription pour la 3e fois. Il a été élu sur ce territoire en 2007, qui comptait à l'époque, avant le redécoupage, 90 000 habitants. Éric Ciotti, vous avez 51 ans et vous êtes également président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes depuis décembre 2008. Depuis le 1er avril dernier, vous êtes aussi secrétaire général adjoint de votre parti, les Républicains. Alors, cette émission va se découper en plusieurs parties. On va commencer, première partie qu'on a intitulée « Nouveau paysage politique », point d'interrogation. Pour ça, on va voir les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, donc en 2017, c'était le 23 avril, dans cette circonscription. François Fillon avait fait 26,85% des voix, Marine Le Pen 23,64%, Emmanuel Macron un peu plus de 21%, Jean-Luc Mélenchon 17,8% et Benoît Hamon 4,5%. Première question au sortant, à vous, Éric Ciotti. François Fillon en tête dans cette circonscription il y a quelques semaines. Est-ce que vous comptez surfer, entre guillemets, sur ce résultat ? Non, j'aborde cette élection avec beaucoup d'humilité et de modestie. C'est un nouveau rendez-vous. Pour moi, c'est d'abord le rendez-vous de la fidélité avec un territoire, avec des électeurs, la fidélité avec des valeurs qui sont les miennes, que j'ai défendues à l'Assemblée nationale avec beaucoup de détermination. La fidélité aussi à une ligne politique qui repose finalement sur 2 idées simples. Je défends la liberté et je veux de l'autorité pour mieux protéger les Français. Mais en tout cas, c'est un nouveau contexte. Bien sûr, il y a un nouveau président de la République qui a été élu. Il faut en tenir compte. Et il faut, dans ce cadre, je le dis, avoir, c'est en tout cas mon comportement, une ligne claire. Je veux de la clarté dans ce débat, je veux qu'on parle des sujets de fond et je ne veux pas de confusion. Aujourd'hui, on est un peu dans le règne de l'image, de la communication, voire de l'émotion. Moi, je suis un homme d'action, concret, et je défends des idées. Alors, le mouvement En Marche est donc, vous l'avez dit, Henri, devenu la 3e force du département après ce 23 avril, premier tour des élections présidentielles. Caroline Reverso-Megnetti, comment vous vous positionnez aujourd'hui, challenger ? Alors, aujourd'hui, il ne faut pas être présomptueux, mais effectivement, nous sommes dans une nouvelle situation avec un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui a été élu avec une forte majorité sur le second tour des présidentielles dans notre circonscription, dans la première circonscription. Aujourd'hui, nous avons une dynamique positive, une dynamique que je ressens sur le terrain très fortement. Les gens aujourd'hui ont envie de faire confiance à leur président et ils ont envie de lui donner les moyens de réussir.
Alors on va développer tout ça, mais on fait un premier tour de table, notamment sur ce nouveau paysage politique français. Point d'interrogation, on a dit, avant de voir la gauche avec vous, Laure de Beaulieu, un mot, Jean-Pierre Daugrail, donc le Front National, assez proche quand même de François Fillon, dans cette circonscription. Comment vous comptez capitaliser ce capital ? Capitaliser ce capital, je ne sais pas encore, c'est les électeurs qui décideront. Moi, j'essaye d'être présent comme je l'ai été jusqu'à maintenant. Si vous voulez, je suis conseiller municipal, je suis conseiller régional, donc je suis moi aussi un homme d'action, et surtout dans une circonscription que je connais assez bien. J'y ai voté pendant plus de 15 ans avant de, si je puis dire, de m'éloigner sur Vence. Et en plus, c'est pas une circonscription où le nouveau président, enfin le parti du nouveau président de la République fait un score, il est 3e simplement. Donc c'est pas la grande apothéose en ce qui concerne la première circonscription, j'entends. Je ne parle pas pour les autres. Donc pour nous, il y a des soucis dans cette première circonscription qui sont latents. On va peut-être les évoquer ensuite, et surtout des soucis à gérer et qui apparemment ne sont pas résolus. On va y venir. La situation à gauche, Laure, je vous laisse avec Robert Inget et Yann Librati. Alors après le 23 avril, Yann Librati, j'ai envie de vous demander comment on se reconstruit en tant que socialiste dans cette notamment première circonscription et plus globalement sur Nice. Alors moi je pense à une citation de Camus qui dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et je crois que c'est quelque chose qui va bien à la situation et puis qui va bien à toutes les personnes qui s'engagent en politique et qui pensent à un moment que porter un message politique pour pouvoir faire bouger les lignes est utile. Et donc, premièrement, c'est un message d'utilité que je veux porter et j'ai cette ambition-là. Et deuxièmement... Yann Librati, Sisyphe, il avait du boulot quand même dans la métaphore de Camus. Bien sûr qu'il avait du boulot, M. Migaud. Vous imaginez dans cette situation ? Je crois qu'on est dans une situation où la démocratie, c'est à chaque fois, régulièrement, une remise en question et la reconstruction de rapports de force, c'est un peu ce que fait Sisyphe. Et Camus expliquait bien qu'il fallait, quand il dit il faut imaginer Sisyphe heureux, il veut dire que le combat est aussi important que la finalité. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je pense vraiment qu'on est à la fin d'une séquence, à la fin d'un logiciel, que ce soit un logiciel démocratique, la Ve République qui est fatiguée, qui est usée, et le Parti socialiste aussi est arrivé en bout de course. Il faut un nouveau Parti socialiste, il faut repartir sur vraiment des nouvelles bases, en essayant de faire en sorte que ce parti colle réellement à la société. Il y a une nouveauté qui est incarnée aujourd'hui, il faut le dire, par En Marche. Mais la nouveauté, il faut des nouvelles personnes, mais aussi des nouvelles idées. Et c'est pour ça que je pense que le Parti socialiste a cette logique-là d'essayer aujourd'hui d'être un nouveau dans la société pour pouvoir peser sur le débat politique. On termine ce premier tour de table, Laure, avec Robert Inget et la France Insoumise. Oui, la France Insoumise, Robert Inget, un peu la même question. Comment on redistribue les cartes après ce premier tour et à l'arrivée de En Marche? Surtout, on part des préoccupations des gens et on continue à partir des préoccupations des gens. Parce que ce qu'a dit le premier tour de l'élection présidentielle, en particulier avec le vote de Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription, et plus particulièrement dans les quartiers est de la ville, c'est une forte attente en termes de politique de progrès social. Or, aujourd'hui, rentrons enfin dans le vif du sujet, sortons des couvertures de magazines, et on vient de découvrir par la presse via Libération aujourd'hui le contenu des ordonnances qui entraînerait une régression sociale de 50 à 70 ans de notre pays. Donc il est temps qu'on ait le débat sur le fond, sur les politiques qu'on veut voir mettre en œuvre. Et moi, l'ambition que je porte avec les Insoumis, mais aussi les communistes, on est rassemblés dans cette circonscription, c'est véritablement de créer les conditions d'une véritable alternative pour le progrès social et non pas uniquement un changement d'emballage. Alors, je vais vous donner des repères régulièrement. Il nous reste 20 minutes d'émission. Deuxième thème que je voudrais qu'on aborde, on a appelé ça « vraie droite, vraie gauche », point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que la question posée est celle de savoir si le clivage droite-gauche est aujourd'hui toujours pertinent. C'est le débat politique actuel. Ce n'est pas forcément votre avis, Caroline Reverso-Megnetti. Expliquez-nous pourquoi et ensuite on donnera la parole aux autres. Clivage droite-gauche, dépassé ou non ? Je pense que ce sont des entités qui existent encore, puisque aujourd'hui elles sont représentées ici sur ce plateau. Malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont plus en capacité de donner une réponse globale à un vrai projet de société. Tant qu'elles resteront dans des idéologies de clivage, on ne pourra pas avancer. Tout à l'heure, vous disiez la nouveauté. La nouveauté, c'est surtout d'arriver à travailler ensemble pour l'intérêt général et le bien commun. Donc gauche-droite, c'est dépassé dans le sens où il faut absolument que ces gens-là, qui sont nouveaux ou parfois ne sont pas nouveaux, arrivent
à effacer leur logiciel interne pour concevoir la politique différemment et l'exercer différemment. Oui, mais alors vous voyez, tout à l'heure, là, Robert Inger commençait à nous parler des ordonnances. Dans les meetings, vous parlez pas mal de sécurité. Éric Ciotti parle de sécurité. On a l'impression que ce clivage droite-gauche n'est pas complètement dépassé. Votre avis, Éric Ciotti, là-dessus? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les idées, les projets pour redresser notre pays. Aujourd'hui, on peut tous partager le constat que la France va mal. La France va mal après 5 années de socialisme. Il y a 6,5 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Et M. Macron, même s'il feint de l'oublier, a été un peu comptable de ce bilan. Il a été un artisan de ce bilan économique, qui est un bilan épouvantable, 50 milliards d'euros d'impôts. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est les solutions pour redresser le pays. Et ce dont je me désole, c'est qu'on ne parle jamais de ces solutions. Et il y a des différences. Aujourd'hui, quand les candidats En Marche proposent à nouveau une augmentation massive de la fiscalité avec une augmentation d'1,7 point de CSG, c'est-à-dire 21 milliards d'euros, qui va être compensée pour une partie pour les salariés du privé, mais notamment pas pour 8 millions de retraités qui vont perdre, pour des petits retraités qui ont une retraite de 1 000 euros par mois, ils vont perdre 500 euros par an. Donc là, il y a des différences. Moi, je suis pour une baisse massive de la fiscalité. Je suis pour qu'on protège plus les Français aussi, notamment de la menace islamiste. On n'en parle jamais dans les programmes d'En Marche, notamment. Quelles propositions sur la sécurité? Quelles propositions contre le communautarisme? Quand j'entends les discours qui ont été tenus à Alger, notamment sur la France complice de crimes contre l'humanité, oui, je revendique qu'il y a des différences. Vous savez, le parti unique, en démocratie, c'est jamais très bon. Alors vous allez voir qu'il y ait des différences, quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Moi, j'ai mes convictions et je ne vais pas en changer parce que je me bats pour faire en sorte qu'elles soient appliquées pour redresser notre pays. Alors, on va prendre un exemple concret avant de donner la parole à tous les autres candidats. Je vous ai dit qu'on avait un partenariat avec Nice Matin. Un appel à questions a été fait par Nice Matin auprès de ses lecteurs. Des questions ont été posées et c'est Denis Caro, le directeur des rédactions de Nice Matin, qui va les relayer. Il y en aura 5-6 au cours de l'émission. Écoutez la première. Écoutez Denis Caro. Question de Karine Flou du Canet. Pourquoi ne publie-t-on pas la liste des fichiers S? Alors, on va vous laisser répondre, Caroline Reverso, parce que Éric Ciotti vous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dimension économique, sur le terrorisme dans le programme d'Emmanuel Macron. En gros, c'est ce qu'il a dit. On vous laisse répondre là-dessus et les autres candidats s'exprimeront après. Alors, pour répondre à la question qui est posée, pourquoi nous ne publions pas les fichiers S? Parce que bien évidemment que le fichier S est un outil de renseignement. Et qu'à un moment donné, si vous dévoilez l'identité des personnes qui sont fichées S, ça endigue, ça ne permet plus le pourquoi du comment il a été créé, c'est-à-dire de remonter une filière et d'obtenir des renseignements en suivant de très près ces personnes qui y sont fichées. Donc c'est incompatible, une publication du fichier S avec ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire que c'est un outil de renseignement. Maintenant, ça ne fait pas à lui seul une politique pénale intelligente contre le terrorisme. Alors, ça, c'est sûr. Justement, c'est quoi la politique pénale? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre fichier, on en crée un autre sur lequel on peut s'appuyer pour agir? Alors, ça ne se limite pas à ça, c'est ce que j'ai dit. C'est un outil parmi tant d'autres. Aujourd'hui, endiguer le terrorisme, ça veut dire surtout améliorer notre service de renseignement. Ça veut dire que nous avons différents services qui doivent aujourd'hui recommuniquer, retravailler ensemble, des ministères qui doivent travailler ensemble. Nous avons la justice qui doit travailler, les juges d'instruction qui doivent travailler avec les services de renseignement. Et dans le sens inverse, on a un parquet européen qui doit travailler avec les différents parquets locaux. C'est cette dimension-là qui permettra d'endiguer ce fléau. Jean-Pierre Degraille, votre avis là-dessus? Je vous rappelle que le thème général, c'était vraie droite, vraie gauche, et on a mis cette question de Nice Matin pour illustrer un peu ça. Oui, déjà, il faut changer la loi concernant les fichiers S. Premièrement, c'est intolérable qu'ils se baladent où ils veulent. Ils sont à peine suivis, contrairement à ce que dit, compte tenu des effectifs de la police, c'est un peu difficile de les suivre. Donc au moins déjà leur mettre un bracelet pour savoir où ils sont. Premièrement, en ce qui concerne les étrangers fichiers S, le plus simple, c'est de les retourner chez eux. Je ne vois pas pourquoi on va les garder en France. Ça, c'est complètement aberrant. Et ensuite, pour revenir à la droite et à la gauche, c'est vrai qu'elles sont dépassées, comme vous l'avez fort justement noté, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne doivent pas exister. Moi, je dis simplement, il faut qu'elles se réactualisent. Sinon, elles n'ont effectivement aucune chance. Et on n'a jamais vu, à ma connaissance, de pays gouverné au centre. Ça n'existe pas. Comme disait M. Ciotti, pardon de reprendre vos propos, mais si on est
tous d'accord, il n'y a plus rien à dire. Et c'est en tout cas pas notre cas. Donc je reviens quand même, pour l'histoire du fichier S, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Il est encore arrivé un certain nombre des migrants, paraît-il, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument changer la loi en ce qui concerne ces étrangers qui arrivent, et c'est surtout ceux qui sont fichés. Et qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez élu député ? Je proposerais déjà, je vous ai dit, de modifier la loi. Premièrement, de leur mettre un bracelet, et deuxièmement, pour les étrangers, de les expulser. Il n'y a aucune raison qu'on les garde en France. Quand vous pensez que le dernier attentat, on a un étudiant de 40 ans qui vit dans une cité universitaire. C'est un peu... D'accord, je sais que les doctorants, quelquefois, ça dure, mais à ce point-là, ça devient préoccupant. Je me demande s'ils le faisaient en arabe, d'ailleurs, et en français. Robert Ringet, ensuite Yann Livrati. Il y a deux choses. Donc il y a cette question que j'avais posée, vraie droite, vraie gauche, et la question de Nice Matin. Écoutez, vraie droite, vraie gauche, le débat il est récurrent, mais la réalité c'est quand par exemple vous prenez aujourd'hui le programme d'Emmanuel Macron, il a plus de proximité avec celui de M. Éric Ciotti qu'avec moi-même. Donc aujourd'hui, oui, il y a une politique de droite, une politique économique de droite. Et force est de constater qu'au sein du gouvernement, tous les leviers économiques, tous les gros ministères qui concernent l'économie sont aux mains d'hommes et de femmes venant des Républicains. Et donc arrêtons un peu cette espèce de ni gauche ni droite. Il y a des politiques de gauche redistributives, il y a des politiques de droite qui sont au service des marchés financiers. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est une politique qui est tournée directement pour satisfaire le MEDEF et les marchés financiers. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'attendent les électeurs, justement, qu'il n'y ait ni de droite ni de gauche ? Vous savez, soit on augmente les dividendes, soit on augmente les salaires. Il faut choisir. Quand dans ce pays, en France, il y a eu 47 milliards de dividendes versés en 2015, contre que 34 en Allemagne, il y a des logiques. Soit on redistribue les richesses équitablement au plus grand nombre, soit elles sont accaparées par un petit nombre, quelques actionnaires et rentiers. Or, aujourd'hui, la réalité dans ce pays, c'est que les inégalités explosent. Le dernier rapport de l'Observatoire l'a encore constaté. Non seulement elles explosent, mais les 10% les moins riches sont en train de s'enfoncer un peu plus dans la pauvreté. Alors, voilà aujourd'hui la réalité de la France en 2017. Alors, on va donner la parole à Yann Livrati, puis ensuite on permettra à Éric Ciotti de répondre à la question de Nice Matin, puisqu'il ne s'est pas exprimé là-dessus. Yann Livrati, dans les clips de campagne officielle du Parti socialiste, on voit, si je ne m'abuse, la France a encore besoin de gauche. Je disais vraie droite, vraie gauche. Est-ce que la gauche, ça existe toujours aujourd'hui ? Complètement. Et de toute façon, ce que vient de dire Bobinger, je reprends ses mots, je suis d'accord avec lui, et j'irai même plus loin. Les positions d'Éric Ciotti, qui est à côté de moi, sont souvent caricaturales. Ces positions sur notamment l'impôt sur la fortune, où on nous explique en plein moment de crise, au moment où il y a tant de souffrance, que d'un côté, il faut supprimer l'impôt sur la fortune, donc ça veut dire qu'il faut alléger la contribution des plus riches, et de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires sont ceux qui sont là, et pour nous protéger, et pour faire en sorte aussi que la crise soit moins dure pour eux. Donc là, il y a des caricatures, et il y a des vraies positions de droite qui sont j'ai envie de dire, nocives pour la plupart de nos concitoyens. Et c'est une question que je pose à M. Ciotti. Je suis même prêt à lui donner un petit peu de mon temps de parole pour qu'il m'explique, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. Il va vous répondre juste, Yann Livrati, votre réponse à la question de Nice Matin sur les fichiers S. Est-ce qu'il faut publier la liste des fichiers ? La vraie question déjà sur les fichiers, c'est que est-ce qu'il y a eu un juge qui a décidé si ces personnes étaient fichées ou pas ? Est-ce que ça sera plus utile ou moins utile ? Aujourd'hui, la police, les personnes qui font du renseignement vous expliquent qu'il y a un travail qui est fait actuellement et qui est utile au renseignement et qui est utile pour nous protéger. Donc la question de la publicité des fichiers S, je pense qu'elle serait contre-productive. En tout cas, c'est ce que nous disent les spécialistes du renseignement. C'est eux qu'il faut écouter au-delà de toutes les polémiques électorales qui ne servent à rien. Éric Ciotti, et ensuite on change de thème. D'abord, je veux dire que sur ces questions de terrorisme, on a besoin d'unité nationale. Et on a besoin d'expérience et de compétences. Je veux dire à Mme Reverso, qui parlait d'une coopération européenne, et je suis d'accord que les parquets locaux n'ont pas de compétences en matière de terrorisme, c'est uniquement le parquet antiterroriste de Paris. Sur la question des fichiers S, non, il ne faut pas les publier, mais en revanche, il faut utiliser les moyens de renseignement qu'elles indiquent. Et il faut utiliser un principe simple, c'est le principe de précaution. On ne peut plus laisser 15 000 personnes qui sont inscrites au fichier des personnes radicalisées constituer une menace. Il faut utiliser un principe de précaution. On le fait bien en matière environnementale, il faut le faire en matière de terrorisme islamiste. Et je dis islamiste parce que certains, y compris sur ce plateau, refusent de citer le nom. La menace, nous sommes dans une guerre que nous a déclarée
la barbarie islamiste, une guerre de civilisation. Il faut se protéger. J'ai déposé un texte de loi, le gouvernement socialiste l'a refusé, qui crée une rétention administrative sous contrôle d'un juge au bout de 12 jours, comme on l'a pour les malades psychiatriques. Les malades psychiatriques représentent un danger. Ils peuvent être internés. Eh bien, quelqu'un qui présente une menace terroriste doit être placé en centre de rétention, doit être enfermé. Il faut enfin agir avant qu'un attentat ne soit commis et non plus, comme on le fait trop systématiquement, intervenir après que le drame se soit déroulé. On change de thème, je vous donne un repère, il nous reste 10 minutes d'émission. Troisième thème que je voudrais qu'on aborde, qui pourrait se résumer de la façon suivante. Un député doit-il être nouveau ou compétent? Pourquoi on pose ça? Je m'adresse à vous, Caroline Reverso-Megnetti, parce qu'on entend beaucoup dire au sein de La République En Marche, il faut une nouvelle génération, des gens nouveaux. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? La nouveauté? Est-ce que ça ne peut pas être la nouveauté parfois au détriment de l'expérience? Dans les autres professions, un chirurgien par exemple, quand il a beaucoup d'années d'expérience, ce n'est pas pour ça qu'on le change. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Expliquez-nous. Alors moi je pense que d'abord, un élu de la nation, un député, il doit d'abord être compétent. C'est ce qu'on lui demande. Qu'il soit nouveau ou pas, là n'est pas la question. Aujourd'hui, moi je suis nouvelle en politique, mais je suis compétente dans mon domaine d'activité. Et j'apprends très vite. Et je peux être très efficace. Alors que je vous parle aujourd'hui, autour de cette table, des gens pensaient que je n'étais pas en capacité de mener une campagne électorale. Je pense que je n'ai pas à rougir de celle-ci. Et pour la suite, qu'on me donne les moyens d'agir, et vous verrez que ce que certains disent et appellent la nouveauté peut permettre au contraire de participer très activement et très efficacement dans le cadre de ce député. C'est pas juste un phénomène de mode. C'est pas juste un phénomène de mode. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la nouveauté, ça ne veut pas dire non plus la jeunesse ou l'inexpérience. Jeunesse ne veut pas dire irresponsabilité. Moi, j'ai 31 ans et je suis très responsable de par aussi les responsabilités que j'ai dans mon métier au quotidien. Ça veut dire que vous seriez prête à vous représenter si vous étiez élu plusieurs fois sur le même mandat? Alors là, j'ai signé une charte avec la nation, vous le savez. C'est d'ailleurs ce que l'on a prévu dans la loi de moralisation, c'est-à-dire que nous avons un temps limité de mandat dans le temps, et je trouve que c'est très très bien parce que je pense que c'est le sens de l'histoire. Moi je suis également enseignant praticien à la fac et quand j'ai mes étudiants qui ont déjà 10 ans de moins que moi, je pense qu'à un moment donné c'est à eux de prendre le relais intelligemment. Alors, je rappelle que vous êtes avocate, vous venez de parler d'une loi de moralisation de la vie politique. C'est une des questions de Nice Matin qu'on va aborder maintenant, Laure. Oui, la moralisation de la vie politique était très attendue par les électeurs. En tout cas, il y avait une forte demande. Le projet a été présenté la semaine dernière par François Bayrou avec notamment aussi la fin des réserves parlementaires, de l'argent dont disposent les députés et qui est donc distribué à des associations, à des œuvres sociales. Alors, est-ce que c'était utile de faire disparaître cette réserve? Je vous pose la question. Peut-être on va commencer par... On va écouter là des questions de Denis Caro qui l'a posée pour les lecteurs de Nice Matin. Denis Caro, on l'écoute tout de suite. Question de Benjamin Ménard de Péménade. La loi de moralisation de la vie politique prévoit la fin de la réserve parlementaire qui permettait d'aider des communes ou des associations. Êtes-vous pour ou contre la suppression de la réserve parlementaire? Alors voilà, une réserve parlementaire donc, qui disparaît. On a envie de connaître un petit peu vos avis. Éric Ciotti, vous avez utilisé, puisque vous êtes le député sortant, cette réserve parlementaire. À qui vous l'avez donnée? Et est-ce que c'est, à votre avis, une mauvaise idée de ne plus l'avoir? On est un peu en plein fantasme et en pleine polémique caricaturale. C'est quoi la réserve parlementaire? C'est 130 000 € qui sont versés par des ministères, ce n'est pas versé par le député, avec un dossier. Oui, mais c'est vous qui choisissez. Et c'est le député qui choisit. Voilà. Donc l'année prochaine, il n'y aura plus ces 130 000 €, si j'en crois le gouvernement. Dont acte, ça veut dire que le fourneau économique aura plus l'aide que je lui accordais, que les Restos du Cœur n'auront plus l'aide que je leur accordais, que les Amis de la Cassagne n'auront plus cette aide. Alors, bon, on est dans l'ère, je dirais, du soupçon, mais aussi de la caricature. Revenons à la réalité. Ça veut dire qu'il y aura 300 millions, 400 millions d'euros de moins pour le tissu associatif, culturel, sportif, associatif, social. Voilà, je soutenais ces actions caritatives. Merci. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est... Merci, mais Éric ce sont Ciotti. ces associations qui en pâtiront. Enfin, la caricature
caricature, c'est un peu votre réponse, Monsieur Ciotti, parce que aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a une partie de la classe politique qui confisque les décisions. L'immunité parlementaire, par exemple, c'est une forme de droit de cuissage. Je suis d'accord pour qu'on supprime voilà, l'immunité vous auriez parlementaire. Ce n'est pas dans le texte de loi, d'ailleurs. Mais oui, mais je trouve que c'est dommage. Et ça serait plus utile que ça soit dans le texte de loi plutôt que supprimer la réserve parlementaire. Je pense que c'est un oubli. Mais la réserve parlementaire, c'était aussi la possibilité pour les députés d'aller donner des récompenses aux citoyens ou aux associations. Alors, je veux dire, c'est pas démocratique. Je vous donne un repère. C'est pas clair, c'est pas transparent. Il faut qu'on avance parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission. Jean-Pierre Daugraille, vous avez beaucoup de retard, donc je vais vous poser 2 questions. Je vous en prie. Sur la réserve parlementaire, vous me donnez votre avis, et également sur la question qui était la question initiale, est-ce qu'un député doit être nouveau ou compétent ? Écoutez, il peut être nouveau à condition qu'il soit compétent. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux chirurgiens. Je connais mal la profession de chirurgien, c'est vrai, mais je connais bien celle de pilote. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Donc moi je pense que l'expérience, c'est l'élément essentiel, et en politique encore plus. Même si c'est une expérience qui doit se limiter à quelques mandats, sur mon cas je ne suis pas contre, mais en tout cas c'est vrai que l'expérience est importante. En ce qui concerne la réserve parlementaire, moi, je suis assez sceptique, si vous voulez. Effectivement, ça ressemble plus à le petit bonbon qu'on donne parce qu'ils ont été gentils, et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très intéressant à conserver. Donc, dans ce domaine, je serais plutôt contre la suppression. Et bien sûr, même si ce n'est pas l'objet de l'immunité parlementaire, ça aussi, je suis contre qu'elle soit maintenue. Alors, il nous reste 4 minutes d'émission. Je vais vous demander de répondre à chacun de façon très courte. Vous êtes candidat à la députation. Si demain vous étiez élu, quel texte prioritaire vous défendriez à l'Assemblée nationale? Vous me répondez chacun en 30 secondes. Robert Inger. Réforme institutionnelle via la mise en place d'une 6e République, si la majorité France Insoumise et alliée existe. Une loi sur la transition écologique qui aille bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Et en fin de compte, une loi sur la redistribution des richesses. Caroline Reverso-Megnetti. Je défendrai la loi de moralisation de la vie publique et de la vie politique parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'un choc de confiance. C'est ce que les Français attendent et je voterai en faveur de cette loi qui me semble tout à fait légitime. Par ailleurs, je resterai dans mon cœur de métier, dans ce qui me plaît, dans ce que je fais, en défendant en termes de politique pénale pour qu'elle soit à nouveau efficace, et j'espère faire changer les lignes, notamment sur la justice et la sécurité, surtout sur notre territoire qui en a besoin après ce que nous avons connu l'année dernière. Yann Librati. Premièrement, le premier exemple, c'est la suppression du diesel en 2025. Et d'ailleurs, on a des rapports qui sont sortis récemment qui nous montrent que ça devient une vraie cause de santé publique. Et j'aimerais bien qu'autour de ce plateau, chacun se positionne sur quelque chose qui est aussi important. J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme sur l'amiante, où on voit que la catastrophe est en train d'arriver et personne ne bouge. Moi, je suis complètement éberlué de voir que sur quelque chose qui est aussi important, qui est la santé de nos concitoyens, il n'y a finalement pas une unanimité qui se mette en place. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment la discussion et la rediscussion sur la loi travail. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a été complètement qui a été fait pour que ce soit à l'avantage des patrons et non pas à l'avantage des personnes qui sont en difficulté. Oui, je termine. Mais cette renégociation du loi travail, elle est pour moi importante. Jean-Pierre Daugraille et Éric Ciotti. La lutte sans concession contre l'État islamique, ça me paraît important. Il y a encore un attentat hier, et c'est pas fini malheureusement. Le renforcement des forces de police, gendarmerie et de douane, bien entendu. Rétablissement d'un contrôle efficace aux frontières. Et bien sûr, la lutte volontariste contre les incivilités qui pourrissent la vie des gens. Je crois que c'est une question essentielle. Les attentats, ça n'arrêtera pas. À moins qu'on serve sérieusement les boulons. La lutte contre les incivilités, Jean-Pierre Daugraille, est-ce que c'est de la compétence du député ? Non, ce n'est pas la compétence des maires en particulier, et à défaut des préfets. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut influer largement quand on est député. Éric Ciotti. 2 textes, 2 priorités. Protéger les Français, avec une grande loi sur la sécurité intérieure et la justice, qui est prête, que j'ai préparée, qui donne plus de moyens, qui protège notamment sur les questions qu'on a évoquées de rétention administrative, et une loi pour limiter les flux migratoires, qui aujourd'hui deviennent insupportables dans la mesure où on ne peut plus accueillir des étrangers en nombre aussi nombreux sans qu'ils puissent s'assimiler à la nation. Donc il faut qu'ils s'assimilent à la nation. Donc un quota
maximum chaque année pour les migrants et un modèle social moins généreux pour éviter qu'on soit un pays qui attire aujourd'hui une forme de misère du monde, comme le disait Michel Rocard. Merci. Un dernier mot, Robert Ingey, parce que c'est une question sur laquelle je veux qu'on revienne au moins 20 secondes. Dans cette circonscription, il y a un seul candidat, PC, France Insoumise. Vous êtes PC à titre personnel. Est-ce que pour vous, c'est symbolique? C'est pareil dans les 3 circonscriptions niçoises? Oui, c'est la volonté de rassembler toutes celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Ça a pu se faire sur Nice parce qu'il y a des gens de bonne volonté. Je pense que c'est une chance. Et la volonté, justement, c'est d'aller le plus loin possible dans ce rassemblement pour créer les conditions d'une véritable alternative à gauche à Nice et ailleurs. Merci à tous les 5. C'est la fin de ce débat. Je vous rappelle qu'il y a d'autres candidats. On va voir leurs noms et je vais vous les relire dans cette circonscription. Moussa Ba pour l'Alliance écologiste indépendante, Christian Razeau pour la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète, Éric Boiset pour l'Union populaire républicaine, Thomas Calvi-Fiori, Debout la France, Sophie Tam, candidat sans étiquette, Michel Cotta pour le Centre national des indépendants, Diane Médus pour le mouvement des progressistes et Agnès Benkemoun pour Lutte ouvrière. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les 5. On se retrouve tout de suite pour l'autre débat qui concerne la 3e circonscription, là aussi une circonscription niçoise. Le deuxième débat de cette émission spéciale, il concerne la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Et là aussi, comme tout à l'heure, on commence par une présentation générale. Laure de Beaulieu. Une circonscription niçoise en grande majorité qui englobe le nord-est de Nice, les quartiers de Libération, Cimier, Gorbella, Pessicard, Pasteur ou encore l'Ariane et 3 communes, les communes de Falicon, Saint-André-la-Roche et la Trinité. Une zone assez hétérogène où les préoccupations des 133 815 habitants ne sont pas les mêmes. On est plutôt inquiet pour l'emploi et la sécurité du côté de l'Ariane. La présence de la prison est au cœur des discussions à Pasteur. Les transports sont d'une préoccupation à Cimier et la redynamisation du secteur est importante à la Trinité ou à Saint-André. Alors, 5 invités sur ce plateau pour débattre. Cédric Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche. Rudy Sall, bonjour. Vous êtes le sortant dans cette circonscription, candidat UDI. Bruno Coulet, bonjour. Vous êtes candidat pour La France Insoumise. Raphaël Galmiche, vous êtes candidat pour le Parti Socialiste. Bonjour. Et puis Philippe Vardon. Bonjour. Bonjour, vous êtes candidat pour le Front National. D'autres candidats, il y en a même beaucoup. Vous allez voir la liste et je vais vous la lire. Muriel Loubet. Debout la France, Geneviève Blache pour l'Union populaire républicaine, Juliette Chenel-Leroux pour Europe Écologie Les Verts, Stanislas André d'Hiver Droite, Karim Akasbi pour le parti Égalité Justice, Chantal Fontanesi, Confédération pour l'homme, l'animal et la planète, Didier Assin, le parti chrétien-démocrate, Isabelle Di Machio pour le parti animaliste, Éric Gilly d'Hiver Droite, Renaud Deconde, La France a des ailes et Marie-Josée Pereira pour Lutte ouvrière. Comme tout à l'heure, Laure, vous nous présentez en 2 mots le sortant qui est ici, comme pour la première circonscription. Et là, il s'agit de Rudy Sall. Rudy Sall, absolument. Vous êtes avocat de profession et vous rentrez très tôt en politique, puisqu'élu à la ville de Nice en 1983, Rudy Sall. Vous êtes député des Alpes-Maritimes depuis près de 30 ans, élu pour la première fois au Palais Bourbon le 13 juin 1988. Vous avez été réélu en 93, en 97, en 2002, 2007 et 2012. Et donc, vous êtes candidat pour un 7e mandat à 62 ans. Vous êtes adjoint au maire de Nice également, en charge du tourisme et des affaires internationales et conseiller délégué de la métropole niçoise. Alors, plusieurs thèmes comme tout à l'heure. On va commencer cette émission en posant la question de savoir s'il y a un nouveau paysage politique actuellement. Là aussi, on va reprendre les résultats de l'élection présidentielle du premier tour, donc du 23 avril, dans cette circonscription. La 3e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec 26,8% des voix, François Fillon 2e avec 24,6% des voix, Emmanuel Macron 3e, 19,7%, Jean-Luc Mélenchon 4e, 17,7% et Benoît Hamon 5e avec 4,13%. On va commencer un premier tour de table dans l'ordre de ces résultats. C'est un petit peu un hasard. Philippe Vardon, Marine Le Pen en tête dans la 3e circonscription. Est-ce que vous comptez confirmer ce score lors de cette élection législative ou est-ce que ce sont 2 élections différentes ? Non, mais bien sûr, Marine est arrivée nettement en tête avec près de 27% des voix. Dans cette circonscription, on voit qu'on assiste à une reconfiguration globale du paysage politique. C'est vrai au niveau national, c'est vrai dans le département, c'est vrai dans cette circonscription. On l'a vu aussi lors des précédents scrutins. Il aura fallu que la gauche vienne au secours du centre droit Estrosi pour que Marion Maréchal Le Pen n'emporte pas la région. Il aura fallu que le centre droit de messieurs Estrosi et Sall vienne au secours de monsieur Macron pour que Marine Le Pen ne soit pas à nouveau en tête dans notre commune, notre département, notre circonscription au 2e tour.
un autre résultat qui est quand même très significatif. Nous sommes arrivés en tête dans 80% des communes de ce département. Alors oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui en situation, dans cette circonscription et dans plusieurs autres du département, d'avoir des députés. Ce qui est certain, c'est qu'à travers ce scrutin présidentiel et ces législatives qui suivent, on assiste à une grande clarification du paysage politique, une grande clarification qui se fait clairement au détriment du centre droit, UDI-LR, qui est totalement empêtré dans ses ambiguïtés, dans ses incohérences, tant et si bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien où ces élus vont aller. Dans le soutien à M. Macron, pour la plupart d'entre eux, c'est ce qui est manifeste. Alors, moi j'ai une question pour vous, Cédric Roussel, candidat donc, de En Marche dans cette circonscription. Emmanuel Macron, dans cette troisième circonscription, est arrivé 4e aux élections présidentielles du 23 avril. Comment vous vous positionnez en tant que tout nouveau candidat ? Alors, depuis, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Il y a eu un deuxième tour, et il y a eu un début d'investiture. Moi, je suis sur le terrain depuis l'année dernière. Donc, le mouvement En Marche, j'y suis depuis le début, et je vis depuis le début. Donc, cette dynamique et cette lame de fond, je la vis et je la vois au quotidien. Donc, il y a le passé, mais nous, on regarde vers l'avenir. Donc, c'est ça qui m'intéresse. La page. Il faut absolument tourner la page. Je crois que c'est le message qu'il faut comprendre et l'interprétation qu'il faut en avoir. Rudy Sall, 2 questions. Selon vous, y a-t-il aujourd'hui une recomposition politique ? Et si oui, où vous situez-vous là, aujourd'hui, mercredi 7 juin ? Henri Migou, il ne vous aura pas échappé, je suis membre de l'UDI et donc je suis au centre droit. Et d'ailleurs, j'ai toujours appartenu au centre droit, j'étais auparavant à l'UDF, avec des alliances qui étaient claires avec l'UMP, avec les Républicains aujourd'hui. Donc il s'est passé évidemment des choses puisque nous avons eu une élection présidentielle. Cette élection présidentielle, nous avons vu le résultat qu'elle a donné. Le candidat de la droite n'a pas été en mesure de se maintenir au second tour. Malheureusement, nous pouvions nous y attendre compte tenu du contexte, et ce n'est pas la peine de le rappeler. Pour ce qui nous concerne, nous avons été très clairs. Nous avons fait campagne pour notre candidat au premier tour et nous avons fait campagne pour Emmanuel Macron au second tour, pour justement faire barrage à Marine Le Pen et surtout parce qu'avec ce candidat, nous avons retrouvé un certain nombre de similitudes dans nos projets et on aura probablement l'occasion d'y revenir dans cette émission. Donc c'est un choix qui est assumé parce que ce qui compte aujourd'hui, me semble-t-il, ça n'est pas tellement l'avenir de nos formations politiques, c'est l'avenir de la France. Bruno Coulet, là aussi, dans cette circonscription, un seul candidat pour la France Insoumise et le Parti communiste. Je rappelle que c'est le cas dans 3 circonscriptions dans les Alpes-Maritimes, c'est les 3 circonscriptions niçoises. Est-ce que c'est un symbole selon vous ? Oui, tout à fait. Nous sommes arrivés à faire une union. Mais je tiens à dire surtout que la France Insoumise va au-delà justement des barrières politiques, des clivages politiques droite et gauche. La France Insoumise a déjà su rassembler au-delà de ces partis. Donc, en effet, il y a le Parti communiste qui nous soutient, mais pas que. Il y a également des gens de la société civile qui sont des écologistes, qui sont de droite, qui sont de gauche, mais qui se retrouvent dans notre programme. Laure de Beaulieu avec Raphaël Galmiche. Raphaël Galmiche pour le Parti socialiste. Comment on fait campagne, Raphaël Galmiche, dans cette circonscription pour le PS ? C'est compliqué pour vous. Vous êtes, après les résultats qu'a rappelé Henri, c'est vrai que le Parti socialiste a quasiment disparu des 5 premiers. Comment vous arrivez à... Ça, c'est la première question. Comment vous arrivez à faire campagne ? Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous considérez que ce paysage politique a été redistribué et est-ce qu'il faut reconstruire le Parti socialiste ? Alors je crois qu'on oublie de rappeler que les législatives arrivent un mois après les présidentielles et qu'il est bon de rappeler un petit peu le contexte dans lequel nous avons vécu ces élections. Il y avait quand même une campagne axée sur les affaires de 2 candidats soutenus par M. Sall et par M. Vardon qui ont pollué en fait la campagne présidentielle et n'ont pas eu le temps de développer nos idées. Et donc M. Macron, qui était le mieux placé dans les instituts de sondage pour empêcher ce duel Fillon-Le Pen, a surfé un petit peu sur la vague et a fait qu'on a eu un vote utile qui s'est massivement reporté sur M. Macron. D'où l'intérêt de la question. Alors, comment vous rebondissez pour faire campagne ? Alors justement, il faut qu'on reparte sur le terrain, et c'est ce que je fais depuis que je mène ma campagne, en proposant une offre politique qui prend en compte le message des présidentielles, c'est-à-dire un besoin de renouvellement. Il me semble que je l'incarne puisque j'ai 29 ans et je suis professeur de mathématiques au Collège de l'Ariane, et aussi en mettant l'accent sur les idées de gauche, parce que je pense qu'on a toujours besoin d'un clivage gauche-droite, donc d'une gauche.
et ça viendra peut-être dans les questions d'après. Absolument. Mais voilà, moi je crois en la gauche de gouvernement, je suis fier de ce qui a pu être fait pendant ce quinquennat, et donc j'ai toute ma place dans cette élection. Merci de me faire la transition, puisque c'est le deuxième thème, vraie droite, vraie gauche, pour l'interrogation. Là aussi, je vous donne des repères, comme tout à l'heure dans l'autre débat. Il nous reste 20 minutes de débat, je vous demande d'être assez concis. Cédric Roussel, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, aujourd'hui, disent que le gouvernement d'Emmanuel Macron, sous couvert de à la fois droite et gauche, est en fait un gouvernement de centre-droit? Je dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque aujourd'hui, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Moi, je me pose moi-même la question. En cette période de baccalauréat, je pense que c'est un vrai sujet de philosophie. Aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron a tout simplement dit ce qu'il faisait et fait ce qu'il disait. Donc, c'est-à-dire qu'il souhaite, sans clivage, avoir des personnes de gauche et de droite qui soient dans le sens des réformes, c'est-à-dire dans le sens de l'avenir. C'est tout ce que je vois. Est-ce qu'il y a encore des marqueurs de droite et des marqueurs de gauche? Rudy Sall et ensuite Philippe Vardon. Alors, il y a des marqueurs de droite et de marqueurs de gauche, mais je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de rassembler. Notre pays va très mal. Nous sortons d'une période qui a été gérée par François Hollande, qui était quand même une période calamiteuse, puisque lui-même n'a même pas pu se représenter à l'élection présidentielle. Donc, ce rassemblement est nécessaire. D'ailleurs, je crois qu'Emmanuel l'a bien compris, Emmanuel Macron l'a bien compris, dans la mesure où le Premier ministre est un Premier ministre de droite, le ministre de l'économie, le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation nationale. La question, Rudy Sall, en gros, c'est pourquoi voter pour vous et pas pour Cédric Roussel? Mais je vais vous dire, alors là c'est très simple. La différence entre Cédric Roussel et moi, c'est que si on veut faire un rassemblement, vous ne faites pas simplement le rassemblement d'un seul parti politique. Et si demain nous avons un seul parti politique dans la majorité qui s'appelle En Marche, eh bien il n'y aura pas de débat. Il y aura des députés qui seront le doigt sur la couture du pantalon et qui voteront, bien entendu, de façon systématique, tout ce qu'on leur proposera. Alors que nous sommes en mesure d'apporter notre soutien à toutes les mesures qui seront bonnes pour la France, mais nous serons aussi en mesure de discuter, voire de nous opposer à des mesures qui ne le seraient pas. Et je pense notamment à l'augmentation de la CSG. Philippe Vardon, sur ces notions de droite et de gauche. Vous dites vraie droite, vraie gauche, ce qu'on voit, c'est que les partis qui étaient censés incarner la droite et la gauche sortent totalement laminés, disqualifiés de cette élection. Pour ce qui concerne l'UDI et LR, on voit ces dissensions, ces incohérences qui apparaissent au grand jour. Ils ont tous appelé à voter Macron. Certains gouvernent déjà avec lui, certains sont déjà candidats En Marche, d'autres aimeraient l'être, comme sans doute M. Sall, d'autres n'ont pas de candidat En Marche face à eux, comme c'est le cas de Marine Brenier dans la 5e circonscription. D'ailleurs, on voit, c'est un signe de cette recomposition qui est en cours, qu'on a dans ce débat, finalement, un candidat En Marche officiel, M. Roussel, et puis deux aspirants candidats En Marche, qui sont M. Galmiche, qui a dit aussi qu'il voulait aider le gouvernement, et M. Sall, qui essaye comme ça de disputer la casaque présidentielle à M. Roussel. Je dis aux électeurs, d'ailleurs, s'ils veulent voter En Marche, tant qu'à faire, autant voter pour le vrai. Face à cela, on a quoi? Il y a un pôle d'opposition nationale, de rassemblement des patriotes et des républicains qui se constituent autour du Front National, qui est en train de vivre une phase d'ouverture, et on voit de nombreuses personnalités, des représentants d'une vraie droite de conviction de valeurs s'en rapprocher. À mon échelle, ma candidature en est aussi représentative. Mon suppléant, Philippe Semama, est un ancien sarkozyste. J'ai reçu le soutien du représentant local du Parti chrétien-démocrate, le parti de Jean-Frédéric Poisson, qui était candidat dans la primaire de la droite et du centre, et aussi de l'ancien vice-président du CNIP, qui était un parti assez connu à Nice, puisque c'est l'ancien parti de Jacques Médecin. Alors, je vous coupe Philippe Vardon parce que vous savez qu'on note les temps de parole et vous êtes en train de prendre un petit peu d'avance. Vous savez également qu'on a un partenariat avec Nice Matin. On est en train de parler de droite et de gauche. Il y a un thème où peut-être il n'y a plus de droite ni de gauche, un thème d'unité nationale qui est celui du terrorisme. Les lecteurs de Nice Matin ont posé une question liée au terrorisme. Elle est relayée par Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin. On l'écoute. Question de Marc Filoge de Mandelieu. Notre région a été durement frappée par le terrorisme. Quelles mesures et quelles nouvelles lois envisagez-vous pour lutter efficacement contre la menace terroriste ? Voilà, je rappelle qu'on est dans une élection législative, donc tous vous êtes en mesure d'être demain élus députés, donc de proposer des textes de loi. Si vous êtes élu demain, quel texte proposeriez-vous en matière de terrorisme ? Raphaël Galmiche. Oui, alors je pense qu'en matière de terrorisme, nous devons avoir une unité nationale. Le problème de cette politique que nous avons depuis quelques années est que nous avons déstabilisé nos services de renseignement par des réformes successives. Alors je ne fais pas de procès à la droite parce que c'est vrai qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, on ne pouvait pas imaginer la menace que nous vivons actuellement. Je pense qu'il faut que nous donnions maintenant les moyens
techniques et les moyens humains pour appliquer les lois sans forcément rajouter davantage à chaque acte terroriste, qu'on ait vraiment les moyens de les appliquer. Bruno Coulet, pour la France Insoumise, quel est votre texte, en tout cas qu'est-ce que vous défendrez si vous étiez élu en matière de terrorisme, en matière de sécurité du territoire? Tout d'abord, sortir de l'OTAN, parce que je pense qu'il y a des guerres où on n'a pas à aller se mêler. Donc la première de nos dispositions serait de sortir de l'OTAN. La deuxième, par contre, serait de préciser et d'engager une stratégie globale de lutte contre Daesh en augmentant les pouvoirs de l'ONU. Alors, tout d'abord, il faudra agir sur la prévention, sur la dissuasion et ensuite sur la répression. Il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Ce n'est pas avec la perte des effectifs de police qu'on a connue ces 10 dernières années, qui ne sont toujours pas renouvelés, que nous allons lutter contre le terroriste. Donc il y a d'abord à reformer nos équipes de police, à mettre en place une vraie police de proximité, parce que la sécurité se joue à l'intérieur de notre pays, mais également à nos frontières. Alors avant de donner la parole à Philippe Bardon et à Rudy Sall, qui ne vont sûrement pas être d'accord là-dessus, Cédric Roussel, vous avez du retard de temps de parole, donc je vais passer un petit peu de temps avec vous. Vous savez on avait reproché à Emmanuel Macron d'avoir dit après l'attentat sur les Champs-Élysées « je ne vais pas faire une loi sur le terrorisme en une nuit ». Il y avait diverses interprétations possibles. Quelle est aujourd'hui la position d'En Marche sur le terrorisme? Depuis du temps à couler, j'en reviens encore aux faits. Dernière semaine, l'investiture d'Emmanuel Macron, ses rencontres avec les plus importants chefs d'État, je pense, montre que notre président sait faire preuve de fermeté. On en a besoin. Moi, je défendrai donc 2 lois principalement qui visent déjà à renforcer le renseignement au niveau au-delà de nos frontières, c'est-à-dire au niveau européen et international, mais également donc de renforcer la sécurité de proximité au quotidien grâce au renforcement des forces de police. Il peut y avoir là un certain nombre de députés demain dans la nouvelle majorité qui peut-être manqueront d'expérience. Ils viennent de la société civile, c'est une qualité ou un défaut, peu importe, on en discutera un petit peu plus tard. Est-ce qu'en matière de terrorisme qui demande de l'expérience, de la compétence et peut-être un petit peu de bouteille, ça ne peut pas être un handicap? Alors, on sait s'entourer aussi dans le mouvement En Marche. Monsieur Fauvergue, qui est l'ex-patron du RAID, donc, fait partie de la réflexion sur la politique de sécurité, justement, et on ne peut pas le taxer de manque de répression. Donc, on sait s'entourer et c'est comme ça qu'on fonctionne, de manière collégiale. Donc, je n'ai pas la science infuse, mais par contre, j'ai une méthode de travail qui ressemble à tout citoyen qui travaille, à savoir le diagnostic, et ensuite, on agit avec les différentes experts, mais également les sociétés civiles et professionnelles. On termine sur ce thème. Demain, vous êtes réélu député ou élu député pour Philippe Bardon. Rudy Sall, quel texte de loi vous proposez en matière de terrorisme, ou est-ce que le système existant actuellement est suffisant? Le système actuel n'est pas suffisant. D'ailleurs, sera-t-il jamais suffisant? Le terrorisme se diversifie, il faut s'adapter. Et dans la précédente législature, même si j'étais contre la politique menée par François Hollande, j'ai voté les textes, notamment l'état d'urgence et le renforcement des moyens mis pour lutter contre le terrorisme. Alors je pense que nous avons besoin d'aller plus loin encore, notamment au niveau du renseignement, de la coopération européenne. On voit bien qu'avec ce qui vient de se passer à Londres, immédiatement, le lien est fait entre Londres et Paris pour pouvoir établir une coopération et pouvoir remonter les filières. Je suis également favorable à la reconnaissance faciale, parce que maintenant, avec les nouveaux moyens des caméras qui permettent de reconnaître immédiatement les personnes qui seraient fichées S et de les poursuivre en cas d'incident sur la voie publique, par exemple. Et enfin, je suis très désireux, et pourtant Dieu sait si je suis européen, mais que l'on revoie complètement le traité de Schengen pour renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Est-ce que ce serait, je pose la question, un point commun que vous auriez avec Philippe Bardon sur le fait de revoir les frontières de Schengen? On va lui poser la question, Philippe Bardon. Mais ce qu'on voit, le problème, c'est avec M. Sall, comme souvent, il nous dit aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait hier. Moi, je suis assez inquiet quand j'entends M. Roussel et M. Sall. Finalement, c'est assez flou, on est un petit peu dans le gadget, on entretient comme ça cette ambiguïté. Moi, je crois clairement que tout n'est pas fait pour protéger les Français aujourd'hui. Alors, le risque zéro, c'est vrai, on ne peut pas le promettre. Mais ce qu'on doit à nos compatriotes, c'est la tolérance zéro. Nous nous engageons clairement à défendre à l'Assemblée nationale 4 mesures de fermeté face à l'islamisme et au terrorisme islamiste. Et je dis bien l'islamisme aussi, car c'est bien l'idéologie islamiste qui est le terreau de ce djihadisme, qui d'ailleurs, cette idéologie islamiste qui elle-même fait son lit dans le communautarisme et l'immigration massive. 4 mesures. L'expulsion des étrangers
fiché S pour islamisme. Dehors, quand on est présent dans notre pays et qu'on est lié à des filières islamistes, à des réseaux islamistes, c'est dehors. On le doit à la sécurité des Français. Ça veut dire que les fichiers S, il faut rendre publics les fichiers ? Non, il n'y a pas besoin de rendre publics les fichiers S. Il y a besoin que la justice et les forces de sécurité agissent et qu'encore une fois, ceux qui sont étrangers et constituent une menace sur notre territoire soient expulsés. Deuxième mesure, la fermeture des mosquées radicales, l'interdiction de toutes les organisations islamistes radicales, celles liées au salafisme, mais aussi celles liées aux frères musulmans, comme l'UOIF. Ça chagrinera peut-être M. Sall et M. Estrosi, qui travaillent main dans la main avec l'UOIF à Nice, qui subventionne son association de jeunesse, mais c'est une mesure que nous proposons. Une troisième mesure, la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux, et enfin, le rétablissement des frontières qui protègent, pas un Schengen 2, 3, 4, 4 bis, comme le veut M. Sall, mais des frontières pour protéger les Français. Avant de passer à l'autre thème, là vous avez porté quelques accusations sur Rudy Sall, vous répondez et on passe au troisième thème, Rudy Sall. Écoutez, de toute façon, devant l'outrance, il n'y a pas grand-chose à répondre, Monsieur Migou. Si jamais on me traite d'islamiste, alors je veux dire, ça doit faire sourire. Sall, non, mais vous l'avez fait souvent, Monsieur Vardon, dans d'autres instances. Ça fait sourire, et ça fait sourire beaucoup de gens à Nice, parce que tout le monde sait très bien quels sont mes engagements. Je veux dire simplement, Monsieur Vardon, vous avez le Front National à aller sur les réseaux sociaux. Monsieur Vardon, le Front National a refusé de voter les crédits pour équiper la police municipale de gilets pare-balles, et le Front National a refusé de voter les crédits pour loger les militaires qui protègent les Niçois aujourd'hui sur la vie publique. Avez-vous voté cette subvention, Monsieur Sall, aux jeunes musulmans de France qui sont l'organisation de jeunesse islamiste de l'UOIF? Philippe Vardon, laissez répondre Rudy Sall. Arrêtez votre désinformation. Je veux dire simplement que pour ce qui me concerne, c'est Monsieur Migou qui pose des questions. Pour ce qui me concerne, évidemment, je suis tout à fait favorable à la dissolution des organismes islamistes qui sont dans notre pays, et je suis évidemment favorable à la fermeture des lieux de culte qui y sont d'ailleurs associés, puisque vous le savez d'ailleurs, nous nous battons pour la fermeture d'un lieu de culte qui s'appelle Ednour dans la plaine du Var, dont vous avez autorisé les travaux, et dont il y a à l'intérieur du conseil d'administration un fichier S. Malheureusement, le préfet précédent a refusé ce que demandait Christian Estrosi pour justement fermer ce lieu de culte, alors que nous souhaitions créer à cet emplacement une crèche. Voilà. Quid de l'UOIF? Voilà, monsieur. Nous avons sur notre circonscription la mosquée UOIF de Nice-Nord, qui était fréquentée par le terroriste du 14 juillet. Nous avons sur notre circonscription la mosquée centrale de l'UOIF à Nice, la mosquée de l'Ariane, vous la connaissez bien, vous l'avez visitée en 2007. D'ailleurs, désormais, jouxte un collège islamique. La réponse de Rudy Sall. Quid de la dissolution de l'UOIF, association liée aux frères musulmans? Monsieur Vardon, je n'ai pas envie de répondre à vos questions qui sont stupides et qui sont déplacées et qui ne trompent personne. C'est le discours du Front National de façon permanente. Continuez comme ça, vous êtes dans votre registre. C'est juste la réalité. Vous êtes dans votre registre. Vous ne souhaitez pas qu'on s'attaque à l'UOIF, qui est la branche des frères musulmans en France. Allez, soyons sérieux. On fait pas toute l'émission là-dessus. Je vous donne un repère. Comme à chaque fois, il nous reste 8 minutes de temps, donc on va avancer. On va aborder un autre thème. Un député doit-il être nouveau aux compétences? C'est ce qu'on avait dit. Et les lecteurs de Nice Matin, alors, ont posé une question. Oui, et c'est Denis Caro qui nous la pose. Question de Jean-Jacques Blanc du Broc. François Bayrou veut interdire plus de 3 mandats successifs identiques. Êtes-vous d'accord avec cette mesure? Alors, on va tous vous interroger là-dessus parce que vous avez pris du retard les autres. Mais il n'empêche, je commence avec Rudy Sall parce que vous avez donc fait plusieurs mandats. Vous êtes candidat pour en refaire un autre. Que pensez-vous de cette loi qui, normalement, devrait interdire de faire plus de 3 mandats? Henri Migou, je suis effectivement certainement le plus mal placé pour répondre à cette question, puisque à 6 reprises, j'ai été élu et réélu dans ma circonscription. Je rappelle que les députés ne sont pas nommés, ils sont élus par le peuple. Et si le peuple renouvelle à chaque fois sa confiance à un élu, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Et donc, si cette mesure, alors je sais bien qu'on est dans l'ère du temps aujourd'hui et dans la mode, s'il faut aujourd'hui modifier ces règles, on verra bien de quoi se fait la loi. Mais je trouve quand même un peu dommage de priver les électrices et les électeurs de notre pays d'un choix qui est personnel. Après tout, si les Françaises et les Français sont satisfaits des élus qui se présentent à eux, je ne vois pas pourquoi on les priverait de ce choix. Enfin, dernier, juste pour illustrer ce propos, j'ai dans ma circonscription un maire qui s'appelle Honoré Colomas, maire de Saint-André-de-la-Roche depuis 47 ans.
élu à 100% des voix, il n'y a même plus de liste qui se présente contre lui. Alors il faudra peut-être lui demander aussi d'arrêter, mais je ne suis pas sûr que les Santandréens soient d'accord. Alors je vous demande de m'écouter et de me suivre parce qu'on a des temps de parole à respecter. C'est un peu compliqué. Laure de Beaulieu avec Cédric Roussel. Cédric Roussel, au nom justement. Alors est-ce qu'il faut faire fi de l'expérience d'un député élu et réélu? Quel est votre avis là-dessus, vous qui débutez en politique? À votre avis? Oui, à on connaît votre avis, mais est-ce que finalement la compétence d'un élu elle est là la différence. Elle est là la différence. Elle est là des différences. Je suis le candidat de La République En Marche. J'ai donc signé un contrat avec la nation. Ce contrat est très clair. Il y a un chantier très important, c'est le renouveau démocratique. C'est pas une mode, Monsieur Sall. C'est pas une mode. Non, c'est juste ce que veulent les Français, ce que veulent les citoyens, ce que veulent les habitants de la 3e circonscription, parce que je suis sur le terrain depuis plus de 6 mois et je l'entends. Non, mais permettez-moi juste cette petite clarification. Je voudrais dire quelque chose. Non, mais je vais parler et après je vous écouterai bien volontiers. Donc ce contrat avec la nation, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup d'importance et beaucoup d'honneur. J'ai signé moi-même donc une attestation sur l'honneur qui m'engage à ne pas accepter plus de 3 mandats, à voir d'ailleurs, 3 mandats, parce que j'ai toujours considéré, c'est ce qui a fait que je me suis engagé en politique, que la politique n'est pas un métier comme les autres, donc on n'a pas un métier à vie qui est homme politique. Mais c'est vrai que la question c'est, imaginons que vous fassiez 3 mandats, si je peux me permettre, vous êtes le député du siècle dans 3 mandats, pourquoi ne pas vous reconduire? C'est ça que je comprends pas. Parce que ça use. Parce que ça use le terrain. Vous avez rusé, M. Roussel? Ça use. Non. Ah bon, merci. Pas du tout. Non, je dis d'une manière générale. Oui, mais il y a des cas particuliers, vous voyez. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, je constate effectivement, ne serait-ce que depuis ces 6 mois de campagne sur le terrain, puisque j'ai commencé mon engagement politique et mon premier engagement politique donc en octobre avec le mouvement En Marche, en créant un comité. Si on veut vraiment bien faire ce métier-là, qui est un métier tout à fait honorable, je crois qu'il faut le faire à 100% de son temps et qu'il faut le faire pas trop longtemps, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, surtout que, pour moi, un député compétent, c'est un député qui est sur le terrain avant tout et qui est à l'écoute donc de ses habitants de circonscription. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les électeurs qui doivent décider de ça? Non, mais je respecte le choix démocratique. Oui, on est mais bien d'accord, si les électeurs souhaitent qu'une personne se représente, ou en tout cas, elle le mène encore sur son fauteuil... Je ne suis pas là pour dire à M. Sall qu'il doit faire. Non, mais chacun a sa conscience, sa manière de faire. Moi, c'est mon avis. On me pose la question, je réponds, c'est mon avis. Alors, on est toujours sur la question de Nice Matin, sur cette limitation à 3 mandats. Bruno Coulet et ensuite Raphaël Galmiche, et on reviendra vers Philippe Bardon. Bruno Coulet. Alors, je suis entièrement d'accord et je propose même qu'on en aille plus loin que ça. En effet, c'est le référendum révocatoire. Pourquoi attendre 3 ans des renouvellements de mandat si déjà sur le premier mandat, on estime que le député ne fait pas correctement la mission pour laquelle il a été élu? Je pense que les citoyens attendent ça. Un employé dans une société, s'il ne fait pas correctement son travail, on n'attend pas la fin de son CDD ou la fin d'un CDI pour le mettre à la porte. Un député ou n'importe quel élu de la République devrait avoir le même traitement. Voilà ce qu'on propose. Que les citoyens, au travers de référendum, puissent décider si oui ou non leur député de leur circonscription remplit la tâche qui leur est confiée. On a des exemples. C'est facile de tenir des beaux discours. Que ce soit en marche, c'est souvent en marche arrière. Je vais faire un petit aparté. Rapidement. Très rapidement. Les impôts, aujourd'hui, le gouvernement Macron a pris des décisions. Le prélèvement à la source qui avait été promis, on le recule de 1 an. Pour le terrorisme, c'est pareil. Ils ont pris aujourd'hui une décision, mais il n'y a rien de concret. Ce que l'on veut, ce sont des décisions qui soient prises et des résultats. C'est ça, c'est ce qu'attendent les Français. Raphaël Galmiche, la réponse à la question de Nice Matin, et ensuite Philippe Bardon. Je suis bien évidemment favorable à la limitation des mandats dans le temps. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du clivage droite-gauche. Je rappelle quand même que ce sont les socialistes qui ont fait voter toutes les lois contre le cumul des mandats, qui ont fait voter aussi la parité dans l'Assemblée nationale. Donc, en matière de cumul des mandats et de renouvellement de la classe politique, et on le voit aujourd'hui, il y a clairement aussi un clivage droite-gauche. Je suis sûr qu'à l'UDI, M. Sall aurait trouvé des gens compétents aussi pour renouveler un petit peu la classe politique dans le département. Philippe Bardon, sur Philippe Bardon, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps d'émission sur le renouvellement. Si ça induit un véritable renouvellement et si ça permet que les élus aient une connaissance globale des différents échelons, y compris électifs, élargissent leur vision, pourquoi pas? Mais moi, j'ai un peu peur qu'on assiste au jeu de chaises musicales, comme on l'a vu malheureusement à la mairie de Nice entre M. Pradal et M. Estrosi, et qu'on se refile un peu les mandats en bande organisée comme ça. Je vais peut-être donner raison finalement à M. Sall. Le moyen le plus sûr d'assurer le renouvellement, en tout cas dans cette circonscription, c'est que les électeurs aillent voter pour mettre fin à 30 années de mandat inutiles et pour sortir le sortant.
Vous me faites une promesse, vous me répondez très vite. Je pose une question à tous les 5, il nous reste très peu de temps. Un texte que vous défendriez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Cédric Roussel. Moi, c'est l'emploi, moi. Moi, c'est l'emploi, c'est l'entreprise. Je vous demande juste le thème, l'emploi et l'entreprise. L'emploi et l'entreprise. Odissal. Je demanderai une commission d'enquête parlementaire pour avoir toute la vérité sur le 14 juillet. Et je souhaite effectivement aussi qu'on travaille sur l'école. Voilà le rapport que j'ai fait. Et je compte bien m'y... Raphaël Galmiche. Je vais travailler également sur l'éducation en limitant le nombre d'élèves à 25 élèves par classe partout. Beaucoup de travail a été fait par le gouvernement précédent en éducation prioritaire. Je crois qu'il faut aller au-delà, notamment dans la prise en charge des élèves handicapés. Le commerce de proximité, la défense de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises qui sont le poumon de notre quartier, de notre pays, avec la baisse des charges et des contraintes administratives et la suppression et la refondation du RSI. Bruno Coulet. Vous me permettrez d'argumenter aussi, donc non, pas que vite, ce sujet. Un thème. Le référendum révocatoire, la planification écologique pour les emplois et une société zéro obstacle pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Merci à tous les 5. C'est la fin de cette émission spéciale. On vous a proposé 2 débats, la première et la 3e circonscription. Vous n'oubliez pas la diffusion sur l'antenne de France Bleu. Vous n'oubliez pas également que vous pouvez revoir ces débats sur nos sites internet paca.france3.fr et francebleu.fr. Et puis, on vous donne rendez-vous sur France 3 Côte d'Azur et sur France Bleu d'ailleurs pour la soirée électorale. C'est dimanche prochain, à dimanche pour la soirée électorale et donc les résultats de ces circonscriptions. À dimanche, au revoir.